À la une de ce journal, un forum sur le droit d'auteur s'est tenu à Abidjan du 3 au 4 avril au Palais de la Culture à l'initiative de l'AFAC, atelier de formation des acteurs culturels. Centrale solaire de Boundiali, la Côte d'Ivoire fait un pas en avant vers la transition énergétique. Nous parlerons de religion avec l'ouverture officielle de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. Vous le verrez tout de suite. Et dans le cadre de la célébration de Paguinou 2024, la ville de Didiéville a vibré au rythme de la première édition du Festival de la musique baoulé. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Le forum sur le droit d'auteur s'est tenu du 3 au 4 avril au Palais de la Culture de Treichville, avec pour thème le droit d'auteur et droits connexes des œuvres littéraires et artistiques à l'ère du digital. Il est à l'initiative de l'AFAC, entendez, atelier de formation des acteurs culturels. Il a permis aux artistes de mieux cerner l'intérêt d'être informés sur les principes des organisations de gestion collective. Anja Sémien et Marius Siri ont assisté à la deuxième journée de la formation. Voici leur compte rendu. Le droit d'auteur et les droits connexes sont des sujets essentiels dans le monde de l'art et de la littérature, en particulier à l'ère du numérique. Pour sensibiliser les artistes et les auteurs à ces questions, un atelier de formation a été organisé par l'AFAC, l'atelier de formation des acteurs culturels. Tenu par des acteurs du secteur et un expert du Burida, cet atelier avait pour objectif d'informer les participants sur les principes fondamentaux du droit d'auteur et des droits connexes, ainsi que sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les œuvres artistiques et littéraires dans le contexte numérique. Le but du panel aujourd'hui était de réfléchir sur les avantages que les titulaires de droits pourraient tirer de la mise en œuvre de leurs droits par un organisme de gestion collective comme le Burida à l'occasion de la gestion des œuvres musicales et audiovisuelles par le moyen du streaming. Donc il était question pour nous qui portons la voix de l'organisme de gestion collective de sensibiliser les titulaires de droits, les auteurs, les interprètes, les producteurs ainsi que les utilisateurs sur leurs droits et obligations à l'égard de ces nouvelles formes d'exploitation qui s'imposent à nous. Il est essentiel de continuer à sensibiliser les artistes et les auteurs à ces questions afin de garantir la protection et la valorisation de leur travail dans le monde numérique, quoique beaucoup manquent de formation et d'information. Tous les problèmes que le Burida a eu, c'est un problème de formation et d'information. Parce que vous savez que dans nos secteurs culturels, tous nous sommes venus d'horizons divers. D'autres n'ont même pas la base même culturelle. On est venu parce qu'on a un talent, parce qu'on a cette passion en nous. Mais c'est un métier et tout métier a ses règles. Si tu ne te formes pas, tu vas rentrer dans des choses que tu ne maîtrises pas. Or, l'artiste par essence n'aime pas la formation, n'a jamais le temps pour lire la paperasse. Et ça, c'est une difficulté qui fait qu'on a beaucoup de désinformations au niveau de nos maisons. Le rendez-vous pour mieux connaître ses droits en tant qu'artiste à l'ère du numérique a été bénéfique pour les participants. La prochaine rencontre est prévue dans 2 mois. Parlons de transition énergétique dans ce journal et rendons-nous à Boundiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase du projet de la centrale photovoltaïque de Boundiali. Un projet majeur qui vient marquer un pas de géant de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers la transition énergétique. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Daouda Ouattara. Implantée sur une superficie totale de 78 hectares, la centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, initiée par le gouvernement ivoirien, s'inscrit dans la stratégie énergétique nationale de diversification des sources d'électricité et vise à renforcer le mix énergétique et à respecter les engagements internationaux en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le Premier ministre, infiniment merci pour l'accompagnement de notre région et de notre commune sur la voie du développement durable à l'aide d'une source d'énergie propre et renouvelable. C'est une première pour la Côte d'Ivoire. Merci à Monsieur le Président pour ce projet d'une envergure exceptionnelle. Marque en effet un tournant décisif pour notre région et pour toute la Côte d'Ivoire, en parfaite cohérence avec l'ambition
de notre pays de diversifier ses sources de production d'électricité et d'accroître la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique à hauteur de 45% à l'horizon 2030. Cette infrastructure permettra l'électrification des villages et améliorera la qualité de vie de 430 000 ménages. La centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, première du genre en Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, fournira de l'électricité à 60 000 foyers et réduira les émissions de CO2 de 60 000 tonnes par an. Réalisée grâce au soutien du gouvernement allemand à travers la 4FW et de l'Union européenne, exécutée par Côte d'Ivoire Énergie. Le projet qui nous réunit ce jour, dans son envergure initiale, a consisté à la réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 37,5 MW et d'un poste HTP pour l'évacuation de l'énergie. Des centrales solaires et des centrales à biomasse seront progressivement intégrées dans le réseau électrique national. À l'horizon 2030, la part de l'énergie solaire sera de 9%. Je suis venu à la demande expresse du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour vous dire sincèrement merci pour l'engagement et la confiance renouvelée, ainsi que pour votre soutien sans faille dans la réalisation de sa grande ambition d'une Côte d'Ivoire solidaire. Au terme de la seconde phase, ce projet aura généré 500 emplois directs et indirects. On revient à Abidjan. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision et le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines ont signé une convention de partenariat pour promouvoir l'intégration de l'approche genre dans les pratiques des entreprises ivoiriennes. Cette collaboration vise à sensibiliser et informer sur l'importance de l'inclusion et de la diversité dans le milieu professionnel. Le point avec Diane Cablancan. Dans une démarche innovante et engagée pour promouvoir l'égalité des genres dans le monde professionnel, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision a officiellement signé une convention de partenariat avec le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines, RIGRH. Cet accord historique, scellé sous l'égide de la ministre Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO, marque une étape importante dans la lutte pour l'inclusion et la diversité au sein des entreprises ivoiriennes. J'ai décidé de signer la convention entre le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision qui traite des questions du genre, de la valorisation des compétences, qui propose des formations en genre et des outils de certification en genre et performance des entreprises. Nous espérons que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup en matière de genre, en matière de loi, de politique, et nous devons aller sur le terrain. 80% des personnes qui travaillent sont dans le secteur privé. Donc, quoi de plus normal que d'aller vers ce secteur privé pour signer ce partenariat afin de leur apporter ce que nous avons de meilleur, l'outil genre et performance des entreprises. La cérémonie de ratification qui s'est déroulée à la salle de conférence de la chaire a réuni un public attentif composé de professionnels des ressources humaines et de représentants des médias. Tous ont salué cette initiative audacieuse qui vient favoriser l'intégration de l'approche genre dans les pratiques et politiques des entreprises. De son côté, le RIGRH, acteur majeur dans le domaine des ressources humaines en Afrique, a manifesté son enthousiasme à l'idée de collaborer étroitement avec la chaire pour sensibiliser les entreprises ivoiriennes à l'importance de l'inclusion et de la diversité dans leur stratégie de gestion des ressources humaines. Les ressources humaines sont au cœur de tout processus. Une approche ce genre s'impose à nous parce que nous sommes dans un environnement qui évolue et on doit tenir compte de toutes ces diversités culturelles qu'on a, diversité en termes de genre et de cette mixité qui va nous permettre d'aller de l'avant, de renforcer la productivité, la compétitivité et la performance de nos entreprises. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, reconnue pour son engagement sans faille en faveur de l'égalité des genres, a déjà déployé des outils novateurs tels que le label genre et la compétitivité des entreprises. Le Palais de la Culture de Treichville va abriter les 18 et 19 juillet prochains le salon
Expertise Publique Expo. Pour cette deuxième édition, il s'agira de redéfinir l'expérience client et citoyenne à travers l'innovation et l'amélioration de la qualité des services de l'administration publique. Le lancement de cette édition a été fait lors d'une conférence de presse en présence de Sandrine Kwame et Seth Ekissi. Innovation et qualité dans les services publics délégués, redéfinir l'expérience client et citoyenne, tel est le thème de la deuxième édition du Salon Expertise Publique Expo du 18 au 19 juillet 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Ce salon, organisé par le groupe Fraternité Martin, en partenariat avec Expertise Locale, devra permettre aux entreprises de s'enrichir mutuellement des expériences les uns et les autres, tout en présentant au grand public les perspectives qui s'offrent à eux en termes d'innovation, de progrès et d'amélioration des prestations. Nous avons imaginé cette plateforme parce que nous pensons qu'il est important pour les entreprises délégataires de services publics de pouvoir valoriser et de mettre en avant toutes leurs prestations de services, de pouvoir se rapprocher davantage des populations et de consolider leur image de modernité et se positionner également comme des acteurs résolument tournés vers la satisfaction de ses clients. Pour bénéficier également d'une grande visibilité grâce à la large couverture médiatique qui sera mise en place sur cet espace. Et également pour offrir une plateforme business unique et profiter d'une cible à fort potentiel. L'État, quand même, dans son pouvoir de délégation, donc fait des délégations à des entreprises donc pour pouvoir porter les services publics. Et donc ces entreprises-là, justement, déploient en tout cas tous les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser la mission pour laquelle l'État a bien voulu les déléguer donc, à une partie de ses prérogatives. Donc c'est la CIE, c'est ONUCI et puis bien d'autres entreprises que je peux citer. Mais la finalité, c'est vraiment que ce salon permette donc à tous les citoyens de se retrouver et de poser des questions et comprendre un peu mieux comment ça fonctionne sur des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien dans leur vie de tous les jours. Ce salon rassemblera entre autres le grand public, les acteurs majeurs privés parapublics. Il concernera plusieurs secteurs, notamment l'assainissement, l'eau, l'énergie, la sécurité sociale, le transport public. Intéressons-nous à l'entrepreneuriat jeune. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Organisation internationale des employeurs OIE, en collaboration avec Microsoft et Synapse, ont lancé le programme Tech at Work ce jeudi 4 avril 2024. C'est un projet de développement de compétences numériques de base professionnelle destiné aux jeunes de 16 à 35 ans. Ce programme facilitera leur insertion dans le tissu économique. Il a été lancé au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en présence de notre reporter Philippe Zabo. Dans la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s'est fixé un objectif de 8 millions d'emplois à créer d'ici à 2030. Une chose est de créer des emplois et une autre est de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. La CEGCI et ses partenaires, soucieux de cet état de fait, ont donc décidé de lancer le programme Tech at Work, une formation accélérée de 9 jours aux outils numériques de Microsoft pour faciliter l'accès aux entreprises des jeunes. Je ne vous apprendrai pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a parfois une inadéquation entre le cursus universitaire et les compétences réelles qui sont nécessaires en entreprise afin que le personnel recruté soit très efficace. Donc il est évident que la formation continue joue un rôle clé dans le développement des compétences de l'entreprise. Et donc il est effectivement primordial pour la CGECI d'être impliquée dans ce type de programme afin de permettre que les compétences des employés évoluent et qu'elles soient en totale adéquation avec l'entreprise pour l'épanouissement du salarié et pour le développement de l'entreprise. Nous, Pacte mondial, naturellement des Nations Unies, qui promouvons ce qu'on appelle la durabilité dans tous les domaines, nous sommes justement intéressés au premier niveau à l'effet donc de pouvoir donner notre concours, notre participation sur ce programme. Nous croyons vraiment qu'en renforçant les capacités des jeunes sur le numérique qui aujourd'hui est indispensable dans le monde du travail, mais également via des compétences humaines et sociales et en les mettant en relation avec les organisations d'employeurs, une organisation d'employeurs, en l'occurrence la CGECI, cela permettrait vraiment d'améliorer leur employabilité. Le projet Tech at Work a pour finalité de former 5000 jeunes en Côte d'Ivoire. 1400 se sont déjà inscrits auprès de la CGECI pour le suivre.
Pour eux, il vient à point nommé. Nous sommes venus nous former pour avoir encore plus de compétences et plus encore de connaissances dans le monde numérique. Voilà, dans le monde numérique, parce qu'il faut toujours se former. La cérémonie de lancement des Tech at Work a pris fin par un panel de haut niveau. Cependant, elle a été rehaussée par la participation de la directrice de Microsoft Moyen-Orient Afrique, du directeur de l'Organisation internationale des employeurs et celui du Synapse par visioconférence. Parlons de religion, un lieu de culte de plus pour la communauté musulmane. La mosquée Mohamed VI d'Abidjan, du nom du roi du Maroc, a ouvert ses portes. Située dans la commune de Treichville, elle est le fruit de la collaboration entre le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire. Issa Badini et Doumbia Ayouba, parmi les premiers fidèles, nous font le point. C'est une première ici à tout point de vue en ces derniers vendredis du mois de Ramadan. Et pour ces fidèles musulmans qui prient en ces lieux, et pour la mosquée qui abrite ses premières prières. Mosquée Mohamed VI d'Abidjan Treichville, c'est l'ouverture officielle après 7 ans de travaux devant un parterre de personnalités politiques, religieuses et administratives. L'histoire retiendra que ce vendredi 5 avril 2024 a eu lieu au quartier Yobou-Lambert de Treichville, plus connu sous le nom de quartier Biafra, la cérémonie d'ouverture de la mosquée Mohamed VI, qui est une œuvre architecturale de grande et belle facture dont il a plu à l'Éternel, à l'incréé, de gratifier notre belle et accueillante commune. Dans un monde où les divisions et les tensions semblent, hélas, trop souvent prendre le dessus, cette cérémonie survient assez opportunément, comme un appel puissant à l'unité entre les peuples. Une mosquée qui symbolise la continuité, ça je l'ai déjà dit, de l'œuvre de nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues depuis tout temps entre les oulémas marocains et les oulémas de l'Afrique. Fruit de la coopération entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, pour l'ambassadeur du Royaume chérifien, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, c'est bien plus qu'un lieu de culte. Cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le Royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux. L'édifice est tellement gigantesque, tellement beau. Œuvre de l'architecte marocain Si Mohamed Zahari, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan est un complexe bâti sur 25 000 m², comprenant, outre la salle de prière pouvant contenir 7 000 personnes, une salle de conférence, une école, une bibliothèque, un centre commercial, des logements de fonction et un parking. Direction Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où il s'est tenu au sein de la Chambre haute du Parlement la cérémonie de remise de guides pratiques de procédure parlementaire. Il s'agit du guide d'élaboration des propositions de loi et du guide d'amendement destiné aux parlementaires ivoiriens. Les acteurs sont entrés en atelier pour se les approprier. La remise des guides par le directeur du programme Interpares, Jonathan Murphy, est le fruit de la collaboration entre le Sénat ivoirien et le Sénat français et allemand dans le cadre de la coopération avec le projet mondial de l'Union européenne pour renforcer la capacité des parlementaires. Ils permettront aux parlementaires ivoiriens, sénateurs et députés de mieux exercer leur mission constitutionnelle d'initiative de la loi et d'améliorer la qualité de celle-ci tout en prenant toute leur place dans l'exercice de la démocratie participative. Cet événement à Yamoussoukro marque le lancement officiel de ces deux guides, avec la remise de 700 exemplaires de chacune. Et on est très content de les avoir devant nous. Comme vous savez, l'initiative législative d'un Parlement est un pilier élémentaire du devoir
public dans un système démocratique. Les parlements, en prenant l'initiative de proposer des lois, assument la responsabilité de répondre aux attentes de leurs électeurs et de rendre compte de leurs actions. À l'occasion de cette cérémonie qui a réuni les sénateurs et les députés, la vice-présidente du Sénat, Sarah Fadika Sako, a traduit toute la fierté de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, pour la qualité du travail accompli tout en invitant les parlementaires à inscrire ces différents guides au cœur de leurs actions. Chaque sénateur va s'approprier des documents et ça va nous aider dans le travail parlementaire. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Charles Kouakou. Aswangui, localité située dans la sous-préfecture de Bondoukou, a procédé le week-end pascal à sa triple cérémonie de mise sous tension électrique du village, la remise d'arrêtés de nomination du chef du village et une grande prière écuménique pour le développement de la localité. Cette cérémonie a été marquée surtout par la distinction de certains enfants du village pour leur effort dans le développement. Le village de Aswangui, qui fait partie des 22 villages de la tribu Sogovagne, a décidé d'honorer certains de ses enfants publiquement, car ceux-ci ont contribué énormément au rayonnement de leur localité depuis de nombreuses années. Au nombre des récipiendaires, Dr Yao Kofi Manizan François et également M. Tano Ignace, administrateur civil, tout comme bien d'autres, s'investissent au quotidien aux côtés de leurs parents pour le développement de la tribu Sogovagne. Satisfait de l'attitude de mes parents, parce qu'on n'est jamais fier, on n'est jamais heureux. On n'est jamais heureux quand on a fait des choses pour ses parents. En réalité, c'est un devoir pour nous. Appelons donc l'union des cadres Sogovagne pour qu'ensemble nous puissions donc accompagner nos parents vers ce développement que le président a déjà amorcé pour nous. En tant que fils du village, ce que chacun de nous peut faire pour que le village avance, nous faisons ce que nous pouvons. Avec nos moyens, ce que nous pouvons, nous le faisons. Bon, mais le fait que, de façon officielle, les parents aient reconnu ce mérite-là aujourd'hui, j'en suis fier, il leur dit merci. Cela me donne encore beaucoup plus de responsabilités et d'engagement. Cette cérémonie de distinction a été également marquée par la remise officielle de l'arrêté de nomination à Nanan Kwadjo Yaobio, 8e chef du village de Aswangui, par le préfet de la région du Gontogo. L'acte matériel de remise d'un arrêté à un chef symbolise sa reconnaissance par l'État lui-même. À partir de ce moment, le chef est mis en mission et pour les populations et pour l'État. Ce fut également l'occasion pour le préfet de région et l'ensemble des autorités de raccorder le village d'Aswangui au réseau électrique national, qui leur permet ainsi de quitter l'obscurité et de franchir le cap des localités les plus éclairées du pays. C'est une grande fête qui a réuni le peuple Sogovagne à Aswangui. Vraiment, nous sommes heureux. Cette cérémonie a eu également son volet spirituel et d'hommage aux chefs de l'État. Musulmans et chrétiens et animistes ont prié main dans la main afin que l'Éternel puisse les aider à développer leur localité, mais surtout à entretenir la flamme de la cohésion et du vivre ensemble entre les populations. Et nous poursuivons ce journal avec une note festive. CIMEF Événements a organisé la première édition du Festival de la musique baoulée, en abrégé FAMUBA. Lors de la cérémonie d'ouverture, il s'est tenu la pose de la première pierre du centre de santé à la désignation du chef central d'Anouanzé Okabo. C'était en présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières de la région. J'écoute de Silva, Richard Akeke dans un commentaire de Michel Brou. Anouanzé Okabo, village du département de Didiévi. C'est l'endroit où il fallait être pour cette Pakinou 2024. CIMEF Événements y a organisé la première édition du FAMUBA, le festival annuel de la musique baoulée. Environ 250 artistes du riche répertoire de la musique baoulée se sont succédés dans une liesse populaire. Ils sont environ 10 000 festivaliers à répondre
à l'invitation des organisateurs. On a pensé le fameux bas pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, au niveau des baoulés, nous avons des concerts au Palais de la Culture. Nous avons toujours ce qu'on appelle les maquis baoulés à Yamoussoukro, à Abidjan, à Bouaké même. Mais nous n'avons pas un festival digne de ce nom. J'ai été invité comme président d'honneur de cette cérémonie. Je suis venu apporter mon soutien. Autre temps fort de la Paquinou à Annoncé au Cabo, pose de la première pierre du centre de santé et la désignation du chef central d'Annoncé au Cabo. Je vous dis d'abord que la particularité du FAMUBA, c'est que nous avons des acteurs de développement. Nous avons des fils du V Baoulé qui ont décidé eux-mêmes de démarrer l'activité. On va vous aider pour que tous vos projets, notamment le projet que vous avez évoqué, ce n'est pas nous qui décidons, mais on va proposer. Et si c'est validé, ça sera fait. Après 3 jours de folle ambiance culturelle, le festival annuel de la musique baoulée, en abrégé FAMUBA, a refermé. En image à présent au Nigeria, l'entreprise brassicole Nigerian Brewery prévoit de lever 600 milliards de naira, soit 451 millions de dollars, via une émission de droits. Une opération qui sera proposée aux actionnaires de la société lors de l'Assemblée générale annuelle prévue le 26 avril 2024. Objectif, permettre à la compagnie de disposer de fonds pour faire face aux difficultés financières. Toujours en image, nous parlons de communication. Le Bénin et le Ghana se sont engagés à mettre en œuvre le free roaming pour réduire les coûts de communication pour leurs ressortissants. Un protocole d'accord a été signé à Cotonou par l'autorité de régulation des communications électriques et de la Poste du Bénin et l'autorité nationale des communications du Ghana. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.